Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement l'Association des médecins généralistes privés de la région d'Agadir de m'avoir invité à ces 12e journées scientifiques. C'est la 3e fois consécutive que je participe à ces journées. C'est toujours avec une grande joie et un plaisir que je réponds à cette invitation que j'apprécie grandement. Je tiens également à féliciter l'équipe organisatrice pour la qualité de l'organisation de ces journées. Et bien sûr, je remercie chaleureusement Monsieur le Doyen pour sa présence, pour son engagement et pour son soutien de la formation continue. Alors aujourd'hui, nous allons voir les anomalies de la lignée leucocytaire. L'année dernière, on a vu la lignée érythrocytaire, les anémies. Donc cette année, on l'a consacrée pour les anomalies de la lignée leucocytaire. Je ne vais pas faire un cours classique, mais plutôt, je vais rappeler des réflexes à travers des cas cliniques. Alors, je rappelle que la numération en formule sanguine, c'est l'examen le plus demandé en biologie. D'accord? Il a plusieurs intérêts. Parce que vous faites un examen clinique complet, vous faites un interrogatoire approfondi, un examen clinique, vous suspectez une pathologie que vous voulez vérifier et confirmer par la numération formule sanguine. Comme par exemple un patient qui se présente pour une asthénie, chez qui vous suspectez une anémie et qu'il faut bien sûr confirmer par cette numération formule sanguine. Ou parce que vous suivez un patient pour une pathologie qui est pourvoyeuse d'une anomalie hématologique et que vous voulez bien sûr vérifier par cette numération formule. Ou bien on s'attend parfois à un bilan qui est normal dans le cas d'un check-up ou dans le cas d'un bilan par exemple préopératoire. Parfois, on découvre des anomalies, c'est une surprise pour un bilan de routine qui a été demandé et voilà, on a devant nous une surprise qu'il faut bien sûr résoudre. C'est un outil très intéressant qui nous fournit beaucoup de renseignements, mais il faut savoir bien sûr l'interpréter de façon méthodique, de façon rigoureuse, et bien sûr, il faut l'interpréter en globalité, lignée par lignée, et voir tous les éléments figurés du sang. Et de tenir compte bien sûr de l'âge, du sexe, de la grossesse et de l'état d'hydratation qui peuvent changer donc quelques éléments de cet hémogramme. Alors, à chaque fois où vous avez une anomalie de la numération formule sanguine, il faut obligatoirement compléter par un frottis sanguin. Normalement, le biologiste doit le faire de façon systématique. Mais puisque c'est chronophage, il ne le fait pas quand cette numération est normale. Mais à chaque fois où il y a une anomalie, si vous ne recevez pas les résultats du frottis sanguin, il faut bien sûr demander et compléter cette analyse de l'hémogramme qui n'est pas du tout complète si elle ne comporte pas cette étude morphologique des éléments figurés du sang. Alors, bien sûr, il faut d'abord commencer par la clinique, commencer par un interrogatoire approfondi, un examen physique complet, avant de passer à la demande des bilans. Et non pas l'inverse, demander la numération et en fonction des anomalies, j'analyse après. Il faut savoir orienter le biologiste si vous avez besoin de paramètres. Par exemple, si vous avez besoin du taux de réticulocyte, il faut le mentionner parce que ça ne se fait pas de façon systématique. Et il faut analyser lignée par lignée pour une analyse complète de l'hémogramme et non pas, par exemple, analyser uniquement l'hémoglobine et interpréter l'hémoglobine et après la lignée leucocytaire. Non, il faut une analyse complète de l'hémogramme. Et il faut bien sûr, il ne faut pas oublier de regarder et d'analyser de façon minutieuse la formule blanche. Il ne suffit pas de voir le taux de globules blancs, mais il faut voir élément par élément. Et il faut bien sûr calculer toujours les valeurs absolues. D'accord? Il ne faut pas regarder les pourcentages parce que, par exemple, vous avez un taux de globules blancs chez un patient qui a un syndrome myéloprolifératif, un taux de globules blancs à 300 000. Le taux de PNN normal, il est entre 40 et 70. 70% de 300 000, c'est pratiquement 200 000. C'est un pourcentage qui peut être interprété de façon normale, mais par rapport à la valeur absolue des globules blancs, donc il montre des anomalies. Alors, j'attire votre attention par rapport au taux de lymphocytes. Attention aux lymphopénies, parce que souvent, malheureusement, parfois,
C'est une lignée, la lignée des lymphocytes n'est pas interprétée. Il y a des hémogrammes qui montrent une lymphopénie qui passe inaperçue par le médecin traitant, et je vais donc vous rapporter un cas qui illustre donc cette situation. Donc, lignée par lignée, mais pas de raisonnement fragmenté. Alors, il ne faut pas parler d'hyperleucocytose, leucopénie ou bicytopénie, ce sont des termes qui sont imprécis. Mais l'hyperleucocytose à quoi? À PNN, ou c'est une lymphocytose, ou c'est une hyperéosinophilie. Donc, il faut bien sûr préciser l'anomalie. Je rappelle, le taux de globules blancs normal, il est entre 4000 et 10 000 éléments par millimètre cube. Et la lignée donc blanche, la formule blanche, elle contient les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, monocytes et lymphocytes. Et il faut l'interpréter de façon globale. Ceci pour rappeler l'intérêt du frottis sanguin. Chaque numération doit être complétée par un frottis sanguin, surtout quand il y a une anomalie hématologique. Je scinde ma présentation en deux parties. La première anomalie concerne l'hyperleucocytose et on va voir en détail en fonction de la cellule concernée, et puis les leucopénies. Alors, on parle d'hyperleucocytose quand le taux de globules blancs dépasse 10 000 éléments par millimètre cube, et juste après, il faut préciser le niveau de cette anomalie. Est-ce qu'il est au niveau des polynucléaires neutrophiles, et on parle dans ce cas de neutrophilie, ou de polynucléase neutrophile, ou c'est une éosinophilie, ou bien c'est une basophilie, ou c'est la lignée monocytaire qui est intéressée par cette anomalie. On parle de monocytose ou de lymphocytose, mais on peut avoir des cellules qui sont anormales, responsables de cette hyperleucocytose, qu'on définit par ce frottis sanguin, qui va montrer la présence dans le sang de cellules jeunes, immatures. C'est le cas de la myélémie, c'est le cas des blastes, en cas de leucémie aiguë. Et c'est le frottis sanguin qui permet de faire ce diagnostic. Alors, je commence par l'hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, qu'on appelle également la neutrophilie ou la polynucléose. Elle est définie, je rappelle, qu'elle est définie par un taux qui dépasse 7500 éléments par millimètre cube. Alors, quelles sont les principales causes de la neutrophilie? C'est une question que, donc, la première, c'est l'infection. En premier, c'est l'infection. Donc, les autres étiologies, à part l'infection, les leucémies. Donc, on peut scinder les étiologies en deux, réactionnelles et les étiologies malignes. Et dans les étiologies réactionnelles, il n'y a pas uniquement l'infection qui peut être responsable de cette polynucléose, mais tout processus inflammatoire. Majoritairement, c'est l'infection qui est en cause, mais les autres étiologies du syndrome inflammatoire peuvent être la cause de cette polynucléose. Il y a également, donc, en cas de régénération de la moelle, en cas d'hémorragie aiguë et d'anémie hémolytique, on aura bien sûr une polynucléose réactionnelle. C'est le cas d'une prise médicamenteuse, et c'est connu par rapport aux corticoïdes, qui vont augmenter le taux des polynucléaires neutrophiles. Pourquoi on aura cette augmentation sous corticothérapie? Parce qu'il y a une mobilisation du pouls marginé vers le pouls circulant, d'accord? Et c'est ce qui explique cette hyperleucocytose à PNN chez les patients qui sont sous corticothérapie, surtout une corticothérapie prolongée. Nécrose tissulaire en cas d'infarctus du myocarde, en cas de pancréatite. Également, la grossesse peut être responsable d'une hyperleucocytose à PNN. Donc, si vous n'avez pas de signes cliniques, il ne faut pas s'inquiéter. C'est une hyperleucocytose qui est tout à fait physiologique chez la femme enceinte. Le tabac peut être également responsable. Avant de penser aux étiologies malignes qui sont moins fréquentes, d'accord? Avec des tableaux qui sont évidents. C'est le cas des syndromes myéloprolifératifs. Alors, quelques réflexes à retenir par rapport à la myélémie. Qui dit myélémie, souvent on pense au syndrome myéloprolifératif. Mais, voilà, mais réactionnel aussi. En cas d'infection grave, on peut avoir une myélémie. Mais un taux qui dépasse 50 000 éléments par millimètre cube doit orienter vers une hémopathie maligne, notamment une leucémie myéloïde chronique. Si vous avez une neutrophilie associée à d'autres anomalies de la numération formée sanguine, bien sûr, il faut penser à une origine centrale et complétée par un myélogramme. Et je passe au premier cas clinique. Ce sont des cas réels de la vie quotidienne, de notre pratique quotidienne. C'est une patiente âgée de 67 ans. C'est une patiente qui a consulté au départ chez des généralistes pour un tableau fait de fièvre prolongée entre 38,3 et 38,5, une perte de poids
qui commence à s'installer de façon progressive, une asthénie depuis 3 mois avant la première consultation. C'est une patiente qui n'a pas d'antécédents particuliers. Et au cours de l'interrogatoire, cette patiente rapporte également des vertiges, des céphalées. L'examen clinique, à la limite de l'examen clinique initial, il était normal. C'est une patiente qui a été traitée symptomatiquement par des antipyrétiques en attendant le résultat du bilan. Et la numération, voilà ce qu'elle a montré. Alors, rapidement, donc, très bien. Hein, quoi d'autre? Très bien, donc une thrombocytose également. Donc, quelle est votre conclusion par rapport à cette numération? Par rapport à ces différentes anomalies? Parce qu'on a dit qu'il faut bien sûr interpréter de façon globale. Oui, donc ça reflète quoi en premier pour vous? Excusez-moi madame, anémie normochrome normocitaire, malignité, non. Alors, ce profil, il est en faveur des signes hématologiques de l'inflammation. Au cours de l'inflammation, on peut avoir une anémie inflammatoire qui est au départ normochrome normocitaire, donc tout ce qu'il faut vérifier par un bilan inflammatoire. L'hyperleucocytose APNN se voit dans les processus inflammatoires de façon générale. D'accord? Donc, chose que je voudrais corriger, hyperleucocytose APNN n'égale pas infection. D'accord? Mais c'est un profil d'un syndrome inflammatoire. Et le syndrome inflammatoire n'égale pas infection. Le syndrome inflammatoire, il peut être lié à une cause infectieuse, une cause néoplasique, une cause inflammatoire, notamment systémique, une maladie thromboembolique veineuse qui peut être responsable d'un syndrome inflammatoire. Alors, comment expliquer la thrombocytose? Également, la thrombocytose, on peut l'avoir, oui, au cours de l'inflammation. Donc, vous avez besoin de quoi comme bilan chez cette patiente pour confirmer ces éléments en faveur de l'inflammation? Vous avez besoin d'un bilan inflammatoire. Alors, le bilan inflammatoire chez cette patiente montre une CRP à 420, une VS accélérée à 120. Alors, le bilan initial a comporté également une fonction rénale et bilan hépatique normaux. Quelle est votre conduite? Alors, la ferritine, c'est un marqueur de l'inflammation. D'accord? Alors, si vous avez une anémie normochrome normocitaire isolée, qu'est-ce qu'il faut demander? Oui, normochrome normocitaire, qu'est-ce qu'il faut demander? Taux de réticulocytes. D'accord? Anémie hypochrome microcytaire, il faut obligatoirement demander le taux de ferritine. Pour savoir si c'est une anémie qui est ferriprive, et dans ce cas, bien sûr, la ferritine, elle est diminuée, soit c'est une anémie qui est principalement inflammatoire parce que ce sont les deux causes les plus importantes, les plus fréquentes, c'est la ferritine, elle sera soit normale, soit augmentée. Oui, bien sûr, vous pouvez demander parce que vous êtes devant des éléments du syndrome inflammatoire, vous pouvez demander la ferritine, c'est un marqueur de l'inflammation. D'accord? Alors, c'est une patiente donc qui présente, si on veut conclure une conclusion biologique par rapport à ce bilan qui a été fait, c'est un syndrome inflammatoire. Vous avez des éléments de la numération formule sanguine qui plaident en faveur de l'inflammation et vous avez une CRP et une VS qui sont augmentées en faveur de l'inflammation. Juste une précision, par rapport au syndrome inflammatoire, la VS n'est pas suffisante pour conclure un syndrome inflammatoire. Il faut toujours une autre protéine de l'inflammation pour confirmer un syndrome inflammatoire. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une accélération de la VS sans inflammation. C'est le cas des gammapathies monoclonales chez la femme enceinte, par exemple, en cas d'anémie. Donc, il faut toujours la coupler à une protéine de l'inflammation. Alors, on avance. Yallah, هاد المريضة شنو غديروا لها؟ جات عندكم في cabinet. Oui, le frottis, il est obligatoire. Très bien. Donc, il faut compléter parce que vous avez des anomalies. Alors, je n'ai pas mis le résultat parce qu'il n'a pas montré donc d'éléments orientateurs. Alors, le bilan infectieux, est-ce que vous pensez à quoi en premier? À une infection chez cette patiente? Ça évolue depuis 3 mois, oui, il peut s'agir d'une infection chronique, bien sûr. Il faut penser, par exemple, de toute façon, un bilan a été fait, infectieux, à la limite donc des moyens, et il est revenu négatif. Alors, c'est une patiente, malgré ce bilan négatif, a été mise sous antibiotiques. Plusieurs classes d'antibiotiques.
Je vous rapporte un cas réel. Aucune amélioration. Alors, à ce stade, qu'est-ce que vous allez faire? Syndrome inflammatoire chez une patiente de 67 ans. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Donc, vous cherchez, bien sûr, non, on ne va pas s'arrêter ici. Donc, vous suspectez une origine maligne. Donc, il faut faire un bilan. Oui? Les signes cliniques, c'est une fièvre prolongée, une perte de poids progressive et une asthénie. Voilà. Des céphalées et des vertiges qui ont été mis sur le compte du syndrome anémique, d'accord? Alors, c'est une patiente âgée de 67 ans qui a un syndrome inflammatoire, bien sûr, il faut penser à l'origine néoplasique. Et le bilan dans ce sens a été fait. Donc, il est revenu normal. Donc, on n'a pas trouvé de piste. Quelle est votre conduite chez cette patiente? Myélogramme. Alors, l'électrophorèse a montré des éléments de l'inflammation. Oui, il n'a pas montré d'autres éléments en dehors des éléments en faveur de l'inflammation. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Vous avez, donc, quand il y a des éléments en faveur du syndrome inflammatoire de la numération, ça déroge le myélogramme. Non, on ne fait pas de myélogramme. Alors, non, chez cette patiente, procalcitonie négative. Alors, syndrome inflammatoire. Quelles sont les étiologies du syndrome inflammatoire? Chez cette patiente, elle a fait tout ce que vous pouvez imaginer comme bilan infectieux, négatif. Tout ce que vous pouvez imaginer pour bilan de néoplasie, négatif. Elle a fait le tour. Certainement qu'elle chauffe le type de malade. Certainement, quand je les vois, qui nous donnent le tour. Juste pour attirer votre attention par rapport à une pathologie qu'on ne nous a pas enseignée malheureusement et qui est fréquente. Et qui se voit principalement chez le sujet âgé. Au-delà de 50 ans, retenez la maladie de Horton, l'artérite à cellules géantes. C'est une vascularite. Oui, elle a des céphalées, des vertiges. D'accord, elle a des céphalées, des vertiges. Vous pouvez avoir... Non. D'accord, on avait une patiente qui avait uniquement une fièvre prolongée sans aucun signe en faveur de la vascularite de Horton. Et c'est la biopsie qui a montré les signes, d'accord? Donc, normal, tout est normal. Alors, donc, pensez à cette pathologie, qu'est-ce qu'il faut chercher cliniquement? 3 éléments, pas plus. Les céphalées principalement, la claudication des mâchoires, l'hyperesthésie du cuir chevelu. عقلوا عليهم واش كيضروك حنا ملي كتكون كتنطق كيعياو عليك خصك توقف عاد تكمل كضرك جلد راسك. Des céphalées principalement localisation temporale, mais on peut avoir bien sûr des céphalées occipitales. D'accord, il faut penser à ça et demander, chose qui n'a pas été demandée chez cette patiente, d'accord? Et finalement le bilan était en faveur, donc j'ai demandé un écho-doppler qui a montré ce que vous pouvez faire, vous généralistes, vous pouvez demander un écho-doppler quand vous avez un syndrome inflammatoire qui n'est pas expliqué. Si vous avez des stigmates de vascularite de Horton, vous pouvez demander un écho-doppler des artères temporales, sauf qu'il faut le faire chez quelqu'un qui est expérimenté. Ce n'est pas un examen qui est facile à faire. D'accord? Donc, l'écho-doppler a montré des signes en faveur de la vascularite de Horton. Et c'est le diagnostic qu'on a retenu chez cette patiente, mise sous traitement. Amélioration spectaculaire. Corticoïdes, CRP وصلت ل3 مريضة كانت alitée ناضت على رجليها. D'accord? Donc je passe au deuxième cas clinique. Donc il faut faire un peu vite. Donc ما نكثروش في هذا باش comme ça j'ai pratiquement 13 cas cliniques باش نقدروا ندوزهم. Alors vous avez une patiente de 43 ans, d'accord? هذا c'est un cas facile que vous rencontrez dans votre pratique, c'est sûr, qui a des douleurs abdominales avec une sensation de pesanteur gauche. Bien sûr, vous suspectez une splénomégalie que vous trouvez à l'examen clinique à travers 2 doigts. Alors là, bien sûr, devant toute splénomégalie, il faut faire la numération formule sanguine parce qu'il y a la pathologie hématologique qui est responsable de cette splénomégalie, à côté, bien sûr, en premier de l'hypertension portale. Alors, la numération, qu'est-ce qu'elle montre? Il y a la rapide. Alors, c'est une hyperleucocytose majeure.
elle est à 68 000 quand même. PNN à 59 000. Plaquettes normaux. Taux de réticulocyte, parce que c'est une anémie normocytaire, il faut toujours compléter. C'est une anémie qui est arégénérative. On a besoin de quoi maintenant? Là, elle. Rappelle le mielo. Vous avez besoin d'un frottis. Vous avez besoin d'un frottis. J'ai dit que le frottis doit compléter la numération. Il y a une myélémie 55%, pas de signe infectieux. Il n'y a pas de signe infectieux. Il y a une symptomatologie en rapport avec un syndrome myéloprolifératif. Et chez cette patiente, on ne va pas faire le myélogramme parce que ce n'est pas le myélogramme qui va faire le diagnostic. Exactement. Donc, c'est une patiente à adresser aux hématologues à ce stade. D'accord? Myélémie, pas de signe infectieux, à adresser à un spécialiste. Donc, c'était une leucémie myéloïde chronique. Pour passer au troisième cas clinique, c'est une patiente âgée de 42 ans qui consulte pour une asthénie. C'est une patiente qui est asthmatique avec un recours fréquent aux corticoïdes. Alors, elle est asthénique, premier bilan bien sûr à faire, numération formule sanguine, bien sûr, premier bilan, après un interrogatoire approfondi et un examen clinique. Mais je mets le signe le plus important chez cette patiente. Apparemment, il n'y a pas d'autres signes associés à cette asthénie. Qu'est-ce qu'elle montre, sa numération formule? C'est une anémie hypochrome microcytaire avec une hyperleucocytose, APNN. Les autres sont normaux, lymphocytes normaux, plaquettes, une hyperplaquettose, une thrombocytose. Alors, c'est ce qu'il y a sur la numération. Qu'est-ce que vous allez faire? D'accord, vous allez faire la ferritine. Et comment expliquer la ferritine? C'est un syndrome inflammatoire. C'est une anémie ferriprive. Comment expliquer les autres anomalies? Réactionnelle à quoi? Il y a une éosinophile. Oui. Donc, comment expliquer les autres anomalies, notamment l'hyperleucocytose et la thrombocytose? Pour expliquer l'hyperleucocytose. Si vous n'avez pas de signe en faveur d'une inflammation, pas de nécrose, rien n'explique, il y a la corticothérapie. Donc, il y a une orientation. C'est une patiente qui est sous corticothérapie au long cours, qui peut expliquer l'hyperleucocytose à PNN. Maintenant, la thrombocytose. Comment expliquer la thrombocytose? Très bien, réactionnelle à l'anémie. Parce qu'à chaque fois qu'on a une anémie ferriprive, on peut avoir une thrombocytose réactionnelle. D'accord? Alors, donc c'est une patiente qui a une anémie. Excusez-moi. Ferritine A7, c'est une anémie qui est ferriprive. Le bilan inflammatoire est tout à fait normal. Donc, c'est une anémie ferriprive avec une hyperleucocytose à PNN liée à la corticothérapie au long cours. La thrombocytose, elle est réactionnelle à l'anémie ferriprive. Excusez-moi, je vais ouvrir la bouteille. Alors, juste pour rappeler que les corticoïdes font partie des étiologies. Facteur de stimulation des granulocytes. Alors, quatrième cas clinique. Vous avez une patiente âgée de 45 ans, diabétique type 2, sous régime activité physique. Dans le cadre de son, elle est bien équilibrée. Dans le cadre de son bilan trimestriel, voilà la numération. Les résultats de la numération. Quelle est votre conduite? Anémie. Pas d'anémie. Le taux d'hémoglobine, il dépasse 12. Alors, là, l'interprétation de l'hémogramme. Isolé, avec une formule tout à fait normale. Qu'est-ce que vous allez faire chez cette patiente? Ouais, alors. Monsieur Mouchkif, 45 ans. Alors, on ne va rien faire parce que c'est une hyperleucocytose modérée, inférieure à 12 000, avec une formule qui est tout à fait normale. Donc, à surveiller, et c'est tout. Mais il n'y a pas de stigmate d'inflammation chez cette patiente. Il ne faut pas pousser. L'origine de l'hyper... Oui, il n'y a pas d'explication. Il y a des personnes qui peuvent avoir un taux un peu élevé, en cas de stress.
par exemple, ils peuvent avoir un taux élevé. Le moment où le sang, maintenant, si elle était stressée avec le moment, ça peut entraîner une... Après un effort, de toute façon, ça n'a pas de traduction pathologique. D'accord? Alors, c'était par rapport à la polynucléose. Et par rapport à l'hyperlymphocytose, donc on l'a défini par un taux qui dépasse 4500 éléments par millimètre cube. Mais chez l'enfant, on parle de lymphocytose quand ça dépasse 8000. On parle de lymphocytose chronique quand ça dépasse 3 mois. D'accord? Alors, je passe au 5e cas clinique. C'est une patiente jeune, de 23 ans, que j'ai vue récemment, qui présente une fièvre, qui évolue depuis 3 semaines, d'accord? Elle est asthénique, anorexique. Quelques adénopathies cervicales infracentimétriques, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a à la numération? Il y a une lymphocytose, très bien. Le reste est normal, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire chez cette patiente qui a une lymphocytose et qui a une fièvre depuis 3 semaines, asthénique, anorexique, quelques adénopathies? Très bien. Devant toute lymphocytose, devant toute anomalie, on a besoin du frottis et il a tout son intérêt devant une lymphocytose. Alèche? Très bien. Il faut voir l'aspect des lymphocytes. Est-ce que ce sont des lymphocytes qui sont polymorphes ou là monomorphes, ou là il y a des éléments du syndrome mononucléosique et ça permet d'orienter. Alors, le frottis chez cette patiente a montré de grands lymphocytes d'aspect activé avec un noyau régulier, un cytoplasme de moyenne abondance avec un liseré hyperbasophile et 10% de cellules d'aspect mononucléosique. Donc c'est un syndrome mononucléosique, d'accord? Syndrome mononucléosique, il faut trouver son étiologie. Alors, le bilan chez cette patiente bilan hépatique, montre une cytolyse importante, d'accord? 10 fois la normale, 14 fois la normale, avec une cholestase gamma-GT 161, phosphatase alcaline 195. Alors, c'est un syndrome mononucléosique. Vous avez les éléments du frottis qui confirment le syndrome mononucléosique et vous avez une atteinte hépatique. Bien sûr, donc la piste, elle est hépatique. Qu'est-ce que vous allez faire? Les sérologies hépatiques en premier, hépatite A, hépatite B, hépatite C sont revenus négatifs. Mais il y a un syndrome mononucléosique à côté, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut qu'on soit uniciste, interpréter la globalité des éléments cliniques et biologiques. D'accord? Elle a un syndrome mononucléosique. Quelles sont les principales étiologies? Il y a le Epstein-Barr virus en premier, cytomégalovirus. Quoi d'autre? 2 autres. HIV et la toxoplasmose. Retenez Hadraba, d'accord? C'est ce qu'il faut chercher en premier. Elle a un syndrome mononucléosique avec une piste hépatique. Les sérologies ont été faites négatives, mais la sérologie du CMV est revenue positive. Donc c'est une infection qui est évolutive avec une participation bien sûr hépatique. C'est ce qui explique la perturbation du bilan hépatique. C'est une infection à CMV avec hépatite chez cette patiente. Donc devant une lymphocytose, principalement pensée à l'origine réactionnelle. L'origine réactionnelle à quoi? À une infection principalement virale, d'accord? Et ensuite, on pense à l'origine maligne. On pense à l'origine maligne s'il y a un tableau clinique évident. Et on pense à l'origine maligne si cette lymphocytose persiste au-delà de 3 mois. D'accord? Alors, je rappelle ici les 4 infections à chercher en premier, l'Epstein-Barr virus, la primo-infection à CMV, toxoplasmose et la primo-infection VIH. Les autres, donc, sont rares. Alors, l'enquête étiologique à faire devant une lymphocytose, bien sûr, c'est toujours l'interrogatoire. L'interrogatoire à la recherche des éléments infectieux, la chronicité de l'anomalie, l'examen clinique, bien sûr, il faut chercher un syndrome tumoral qui va orienter vers une origine maligne. Et en première intention, insister sur le frottis sanguin, discuter même avec le biologiste pour avoir des éléments précis et fins, afin donc d'avancer dans la démarche diagnostique. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler donc, la conduite à tenir devant une lymphocytose que vous allez
voire à tête reposée. Et je passe au sixième cas clinique. C'est un patient âgé de 65 ans qui s'est présenté à la consultation d'un médecin généraliste pour prise en charge d'une asthénie d'installation progressive depuis 6 mois. Asthénie progressive, le tableau clinique il est pauvre. Alors sa numération, qu'est-ce qu'elle montre? Il y a la rapide. Une hyperleucocytose avec une... Donc, au dépend des lymphocytes. Donc, c'est une lymphocytose avec une thrombopénie qui n'est pas importante. Donc, c'est une thrombopénie qui est modérée. Alors, à l'interrogatoire, c'est un patient qui est suivi pour une hypertension artérielle, pas d'antécédents familiaux, pas de tabagisme, pas d'alcool, mais il décrit une augmentation progressive depuis 1 an de la taille des ganglions au niveau du cou et des aisselles que vous trouvez à l'examen clinique. D'accord? Il n'y a pas d'hépatosplénomégalie. Et le reste de l'examen est sans particularité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire chez ce patient? Très bien. Donc, il faut faire le frottis, insister sur le frottis parce que il peut être donc l'élément du diagnostic avant de penser au myélogramme et le reste donc des investigations qu'il faut laisser bien sûr à un spécialiste parce que même en cas de leucémie lymphoïde chronique, on n'a pas besoin de myélogramme. D'accord? Donc, et voilà le frottis sanguin. Il montre ce résultat. Ambre de Gemprecht. Ce sont des lymphocytes avec une membrane éclatée et c'est un signe pathognomonique de la leucémie lymphoïde chronique. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, vous allez orienter le patient chez un hématologue qui va faire, pas le myélogramme, mais plutôt l'immunophénotypage. Il faut étudier les lymphocytes qui ont un aspect monomorphe qui oriente vers cette leucémie lymphoïde chronique. Alors, je passe à l'hyperéosinophilie. Donc, l'hyperleucocytose. On a vu la polynucléose, je finis la lymphocytose, maintenant l'hyperéosinophilie. Alors, l'hyperéosinophilie, elle est définie par un taux d'éosinophilie. On parle d'éosinophilie sanguine pour un taux qui dépasse 500, qui reste inférieur à 1500, d'accord? Et qu'il faut normalement, si vous trouvez une éosinophilie, sans aucune orientation, il faut un contrôle, d'accord? Il faut le faire au bout de 2-3 semaines. Si l'hyperéosinophilie est persistante, si elle dépasse 1 mois, donc on parle d'éosinophilie chronique. L'hyperéosinophilie majeure, c'est à partir d'un taux qui dépasse 1500. Et le syndrome hyperéosinophilique, c'est une entité à part, d'accord? Définie par un taux qui dépasse 1500, c'est une éosinophilie qui est majeure, mais il y a une atteinte organique liée à l'hyperéosinophilie. Ça veut dire qu'il y a une libération des médiateurs au niveau des tissus, au niveau du poumon, au niveau du cœur, qui peut engager le pronostic vital. Vous pouvez avoir une éosinophilie à 200 000 sans aucune répercussion sur les tissus, comme vous pouvez avoir un taux à 1500 avec une libération des éosinophiles au niveau des tissus qui peut engager le pronostic vital. D'accord? Alors, je passe au 7e cas clinique. C'est une patiente âgée de 53 ans qui a comme antécédent un asthme, d'accord? Elle est suivie également pour une goutte. Elle a été mise sous traitement. Elle consulte pour une découverte fortuite au cours d'un bilan de routine d'un taux d'éosinophile à 1200. Vous pensez à quoi chez cette patiente? L'asthme. Elle est asthmatique, donc elle peut avoir un taux d'éosinophile augmenté. Mais 1200, on peut tolérer jusqu'à 1500. Généralement, c'est inférieur à 1000. Mais on peut tolérer jusqu'à 1000. Quand il y a une allergie, généralement, ça ne dépasse pas 1000. Alors, si c'est trop pour un asthme, y a-t-il une autre explication chez cette patiente? Avant de passer à l'examen clinique, selon ces données, est-ce qu'il y a une autre explication? Traitement. Vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que le traitement peut entraîner une éosinophilie? Oui? L'allopurinol peut entraîner une éosinophilie? Alors, oui, c'est une patiente qui est suivie pour une goutte depuis 6 mois, sous purinol à la dose de 100 mg. Et si on revoit l'histoire de cette éosinophilie, elle évolue depuis 5 mois. Donc, on découvre fortuitement une hyperéosinophilie isolée. Il n'y a pas d'explication en dehors de la prise médicamenteuse. Et il y a également l'asthme, mais c'est trop commun pour un asthme. Entre 1000 et 1200, sans autre anomalie à la numération, c'est une éosinophilie qui est isolée, pas d'autres signes cliniques. Comment? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas d'autres signes cliniques. Donc, il faut penser à l'origine médicamenteuse devant toute éosinophilie, bien sûr, modérée, d'accord?
toute éosinophilie, la première des choses à faire à l'interrogatoire, c'est de chercher une prise médicamenteuse. Et c'était le cas chez cette patiente. C'est une patiente qui est asthmatique depuis longtemps, mais elle n'avait pas une éosinophilie avant la prise de l'allopurinol. Donc, après l'arrêt du purinol, donc ça a permis la disparition de l'éosinophilie. Je rappelle les étiologies principales que vous devez connaître. 3. Lesquelles? Et qui expliquent 90% des étiologies de l'éosinophilie. L'allergie, très bien. L'allergie, donc tout ce qui est rhinite allergique, on a fait l'asthme, oui. Et quoi d'autre? Parasitose. Médicamenteuse. Donc, ça explique 90% des éosinophilies. D'accord? Donc, l'origine médicamenteuse. Donc, à l'interrogatoire, il faut toujours chercher une prise médicamenteuse, déterminer donc le médicament qui est responsable, les parasitoses et les allergies. D'accord? Les autres étiologies restent moins fréquentes. Alors, si vous ne trouvez pas d'explication dans votre cabinet à cette éosinophilie, par l'origine médicamenteuse, allergique ou la parasitaire, orientez votre patient chez un interniste si vous avez une éosinophilie associée à d'autres signes que vous ne comprenez pas. Si elle est isolée, orientez-le vers un hématologue. Cette éosinophilie peut être le mode de révélation d'une néoplasie. Matalan, Hodgkin. Elle est connue par cette anomalie hématologique qui peut être révélatrice ou qui peut accompagner bien sûr un tableau clinique évocateur. Les autres qui peuvent être responsables, c'est les maladies systémiques, d'accord? La périartérite noueuse, la polyarthrite rhumatoïde, les vascularites comme le Charles-Strauss. Les maladies donc inflammatoires. Adressez votre patient chez un interniste pour faire ce boulot. Il y a les maladies spécifiques d'organes. Et enfin, il y a les syndromes hyper-éosinophiliques qui est une entité à part. Donc, pour les allergies, ça explique la majorité, donc à côté de l'origine médicamenteuse et les parasitoses, ça explique 90% des étiologies, mais elle est souvent modérée et ne dépasse jamais 1500. Au-delà de 1500, il ne faut pas la rattacher à une cause allergique. Et l'interrogatoire, j'insiste sur la prise médicamenteuse. Devant une éosinophilie, la première des choses à chercher, bien sûr, la prise médicamenteuse, l'allergie et bien sûr faire une enquête par rapport à la parasitose. Parce que l'éosinophilie, elle est donc souvent d'origine iatrogène. Facile bien sûr si l'hyperéosinophilie est récente et symptomatique, ça devient difficile si cette éosinophilie est ancienne ou asymptomatique. Donc je voudrais attirer votre attention par rapport au DRESS syndrome, d'accord, qui est responsable d'une hyperéosinophilie. Mais chez le J21, 3e, 4e semaine, qui peut apparaître, même le DRESS syndrome, il peut apparaître parfois même plusieurs mois après la prise médicamenteuse. Alors, donc, troisième cause très fréquente que vous devez gérer, c'est l'origine parasitaire. Donc, les parasitoses et les principales qui sont responsables de l'éosinophilie, ce sont les helminthiases. Et le Maroc, c'est une zone d'endémie. Donc, il faut bien sûr faire les examens parasitologiques de sel, le Scotch test, sérodiagnostic parasitaire, en fonction bien sûr de l'orientation diagnostique. Les autres donc étiologies sont rares. Alors, les autres causes qui sont rares, il y a les hémopathies malignes, même les néoplasies solides comme le cancer bronchogénique et le cancer digestif peuvent être responsables d'une hyperéosinophilie. Donc, si vous avez un patient qui est suivi pour l'une de ces néoplasies, donc automatiquement on peut la rattacher si vous n'avez pas d'autres explications, les maladies systémiques. Et en dernier, il y a ces syndromes hyperéosinophiliques. Alors le 8e cas clinique, c'est juste pour attirer votre attention par rapport à une situation clinique que vous pouvez rencontrer, d'accord? D'ailleurs, c'est un patient qui a été vu au départ par les généralistes. C'est un patient de 47 ans qui consulte au départ pour une asthénie. Alors, comme antécédent, il rapporte un asthme de découverte récente, une année avant. Ça veut dire à l'âge de 46 ans. D'accord? Sa numération, qu'est-ce qu'elle montre? À combien? 2600, ça dépasse 1500. D'accord? Quoi d'autre? Anémie hypochrome microcytaire. Oui, légère thrombocytose. La ferritine, devant cette anémie hypochrome microcytaire, bien sûr, on demande une ferritine. La ferritine, elle n'est pas diminuée, mais elle est à la limite inférieure de la normale, mais elle reste dans la fourchette normale. Malgré ça, c'est un patient qui a été mis sous traitement martial, donc comme ça, avec un rendez-vous de 2 mois. D'accord? 2 mois après, il revient avec une aggravation de l'asthénie, une perte de poids,
une lourdeur des membres inférieurs, avec à la numération une éosinophilie majeure, 14 000 par millimètre cube. Alors, je ne sais pas si cette situation clinique vous oriente vers un diagnostic. Alors, donc j'ai mis 2600, il ne faut pas la rattacher à un asthme. Quelle est l'autre remarque par rapport à ce cas clinique? C'est un asthme tardif. Très bien. À l'âge de 46 ans. Ce n'est pas habituel quand même. C'est un asthme tardif. Vous avez une hyper-eosinophilie qui dépasse 1500. Vous avez une idée sur le diagnostic? Laquelle? Très bien. C'est le Chorg-Strauss. Donc, pas plus. Asthme tardif, hyper-eosinophilie. Si vous avez d'autres signes, pensez à une vascularite. Orientez le patient. D'accord? En 2 mois. Malheureusement, c'est un patient qu'on a perdu il y a 2 semaines parce qu'il y avait un retard du diagnostic. Donc, asthme tardif plus hyper-eosinophilie, surtout si elle dépasse 1500, il faut penser à la vascularite de Chorg-Strauss. La lourdeur des membres inférieurs était en rapport avec une atteinte neurologique périphérique qui est fréquente au cours de cette vascularite. Alors, comment explorer une hyper-eosinophilie? Donc, on ne peut pas bien sûr proposer un bilan systématique. Toujours, il faut se baser sur la clinique, l'examen clinique, l'interrogatoire et l'examen clinique approfondi et orienter ensuite les examens paracliniques. Et pour que ces explorations, donc bien sûr, elles doivent être raisonnées et par étapes. Alors, chez un patient qui présente une hyper-eosinophilie, il faut voir les autres numérations anciennes pour voir si c'est une hyper-eosinophilie qui persiste, qui est chronique ou non. Donc, bien sûr, il faut toujours chercher le terrain d'atopie, d'allergie, l'asthme, les médicaments. N'oubliez pas les compléments alimentaires qui peuvent être une cause de l'éosinophilie. C'est une prise médicamenteuse, d'accord? Les compléments alimentaires aussi. Donc, bien sûr, il faut faire une enquête parasitaire, un bilan à la recherche d'une parasite, proposer bien sûr un traitement antiparasitaire. Si vous n'avez pas d'explication, faire la sérologie VIH si vous avez bien sûr des éléments qui orientent. Et n'oubliez pas que cette éosinophilie peut retentir sur les tissus, notamment le poumon, le cœur. Et si elle retentit sur le cœur, ça peut engager le pronostic vital. Donc si vous avez des signes, il faut bien sûr demander un bilan afin de chercher cette éosinophilie tissulaire, notamment un ECG, BNP, troponine, et bien sûr le reste selon l'orientation. Donc devant une éosinophilie, vous êtes devant 3 situations. Soit vous êtes devant une hyper-eosinophilie avec orientation clinique, c'était le cas de la patiente qui a pris le Purinol, vous avez une prise médicamenteuse, d'accord? Le patient qui a un asthme tardif, vous êtes orienté. Soit vous avez une hyper-eosinophilie, mais qui n'est pas isolée. Vous avez d'autres anomalies, donc il faut l'interpréter, il faut interpréter la numération en globalité, y compris l'hyper-eosinophilie qui passe en second par rapport aux autres lignées, d'accord? Et en dernier, vous pouvez avoir une hyper-eosinophilie isolée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez cette hyper-eosinophilie isolée? Aucune piste étiologique. Contrôle. Très bien, on contrôle. Si vous avez une hyper-eosinophilie qui persiste, orientez le malade vers un hématologue parce qu'il peut s'agir d'un syndrome hyper-eosinophilie qui est défini par une hyper-eosinophilie, généralement qui est supérieure à 1500, qui évolue donc pendant 6 mois, d'accord? Et il n'y a pas d'étiologie sous-jacente, avec un retentissement tissulaire. Donc c'est une affaire de spécialistes. Alors je passe maintenant aux monocytes, à la lignée monocytaire, qui donc soit monocytes, soit... Bon, on a vu les lymphocytes, les monocytes maintenant. Donc juste un schéma pour vous rappeler les étiologies principalement réactionnelles. Monocytose, elle est principalement réactionnelle. Réactionnelle comme l'hyperleucocytose APNL aux états inflammatoires. Donc, elle accompagne les infections, les néoplasies, les maladies inflammatoires, comme elle peut se voir en cas d'hépatopathie chronique, en cas d'hémolyse aussi, en cas de nécrose tissulaire et en cas de prise médicamenteuse également, avant de penser à l'origine maligne qui reste rare. Alors, un mot sur la basophilie qui n'est pas du tout fréquente, mais ceci juste pour... insister sur l'intérêt de lire toute la numération formule sanguine, élément par élément, ligne par ligne, d'accord? C'est bon? Donc on passe
au deuxième chapitre, c'est la diminution donc des globules blancs, la leucopénie, d'accord? Leucopénie, bien sûr, il faut, oui. L'application des médicaments concernant l'hyperiosénophile, oui. C'est par réaction allergique ou bien il y a des composantes qui donnent l'hyperiosénophile? C'est soit immunoallergique, pardon? C'est soit immunoallergique, soit toxique. Les deux mécanismes, toxique ou immunoallergique. Excusez-moi. Alors, je passe maintenant à la leucopénie à neutrophile. Donc, on parle de neutropénie pour un taux de PNN qui est inférieur à 1500. Il est inférieur à 1500 pour définir la neutropénie, mais il faut définir le degré de cette neutropénie. Elle est discrète lorsque ce taux est compris entre 1000 et 1500. Généralement, elle est asymptomatique. Généralement, elle est de nature bénigne. Et si elle est isolée, c'est rare qu'elle soit d'origine centrale. D'accord ? Ou c'est une neutropénie modérée quand le taux de PNN est compris entre 500 et 1000. Mais quand ça descend au-dessous de 800, il y a un risque infectieux. Ce risque infectieux devient majeur et il peut engager même le pronostic vital pour une neutropénie sévère qu'on définit à partir d'un taux de 500. D'accord ? Alors, toute neutropénie sévère avec une fièvre, c'est une urgence médicale. Si vous recevez ce type de malade, il faut l'orienter rapidement à un milieu hospitalier. Il faut qu'il soit hospitalisé. Il faut instaurer bien sûr un traitement rapide, d'accord, parce que le pronostic vital est mis en jeu chez ce type de patient. Alors, devant une neutropénie, vous avez défini la neutropénie. La deuxième des choses, il faut se poser 4 questions devant une neutropénie. La première, il faut savoir, il faut préciser si cette neutropénie est isolée ou non. Quand elle est isolée, généralement, elle est donc bénigne. Et c'est rare où elle reflète une origine centrale. D'accord ? Si elle est associée à d'autres anomalies, notamment une anémie avec une thrombopénie, on parle de pancytopénie. Et bien sûr, ce sont les étiologies de la pancytopénie qui sont responsables. La deuxième question, est-ce que cette neutropénie est sévère ou non? Si elle est inférieure à 500, c'est une neutropénie donc qui est sévère, d'accord? Et c'est le paramètre qui conditionne le risque infectieux. Donc au-dessous de 500, il y a un risque majeur d'infection. Et ce sont des malades, si vous n'avez pas la fièvre, il faut les mettre bien sûr sous antibiotiques, d'accord? Troisième question, est-ce que c'est une neutropénie qui est aiguë ou c'est une neutropénie qui est chronique? Alors les neutropénies chroniques sont définies par une persistance au-delà de 3 mois. Dernière question, est-ce que cette neutropénie est associée à un syndrome infectieux? Parce que c'est le paramètre qui va déterminer et conditionner l'urgence. D'accord? Isolé ou non, sévère ou modéré, aigu ou chronique, associé ou non à un syndrome infectieux. Donc il y a plusieurs étiologies. Mais ce qui est plus facile, c'est de retenir les mécanismes. D'accord? Les mécanismes de la neutropénie. Quels sont les mécanismes de la neutropénie pour faciliter toute cette liste d'étiologies? Premier mécanisme. Central, ça veut dire c'est un défaut de production des PNN. Très bien. Défaut de production. Deuxième mécanisme. Il n'y a pas de problème au niveau de l'usine. L'usine, il fabrique parfaitement ses PNN. C'est au niveau périphérique. Qu'est-ce qui se passe au niveau périphérique? Donc la margination, donc on parle dans ce cas, elle est toujours périphérique, mais on parle de pseudo-neutropénie, de margination. Très bien. Margination excessive. Ça veut dire, vous pouvez expliquer cette margination excessive? Non, pas les étiologies. Je n'en connais pas margination. Ils ne sont pas dans le sang. La moelle, elle produit les PNN, passe au niveau du sang. Une partie casse le sang, une partie casse les tissus, une partie, elle gagne le pouls marginé. Yani, au niveau de la paroi. Ça se la paroi vasculaire. Ça a quoi le pouls marginé. Yani, on peut avoir une pseudoneutropénie, tout simplement parce qu'on a un excès de margination. Ma branche le sang, je la paroi. D'accord? Troisième mécanisme. Très bien. Destruction des polynucléaires neutrophile au niveau périphérique. Destruction par quoi? Destruction
Destruction ou consommation. Ou consommation. Je n'ai pas ça dire les étiologies qu'il faut connaître. Destruction par l'hypersplénisme. C'est une cause. Quoi d'autre? Donc l'infection. Quand il y a une infection, le rôle, c'est de défendre l'organisme. Donc il y aura un appel au PNN et donc une consommation excessive des PNN. Et la dernière, c'est la destruction par des auto-anticorps dans le cadre de maladies auto-immunes. D'accord? Donc au niveau central, soit vous avez une neutropénie qui est isolée, c'est un cas qui est rare. Principalement, elle est d'origine médicamenteuse. D'accord? La neutropénie d'origine centrale, c'est une situation qui est rare. Et principalement, c'est le médicament qui est responsable, donc toujours chercher une prise médicamenteuse. Quand il y a une neutropénie qui s'associe à d'autres cytopénies, c'est une pancytopénie, bien sûr, qui peut être en rapport avec une aplasie médulaire ou en rapport avec un envahissement, ou c'est le cas des syndromes myélodysplasiques. Neutropénie périphérique, vous l'avez bien dit, soit c'est une destruction, soit une consommation. Et la dernière situation, c'est la pseudoneutropénie périphérique. Donc ça, c'est juste un schéma pour le voir à tête reposée, qui va vous aider pour l'orientation étiologique, pour passer au 9e cas clinique d'une patiente âgée de 48 ans. Dans le cadre d'un check-up, elle n'est pas symptomatique, c'est une patiente asymptomatique avec un examen clinique qui est tout à fait normal. Alors sa numération, voilà ce qu'elle montre. Interprétez, s'il vous plaît, cette numération. Leucopénie, c'est un terme qui est imprécis. Neutropénie. Donc, leuconeutropénie. Très bien, c'est une neutropénie. Neutropénie à 880. Qu'est-ce que vous allez faire chez cette patiente? Ou le cas, ça veut dire? Très bien. Ça veut dire, vous pensez à une pseudoneutropénie de margination parce que la patiente? Non, rien. D'accord? Il n'y a pas de splénomégalie, pas de situation qui peut entraîner un hypersplénisme, pas d'infection, pas de stigmate d'auto-immunité, pas de prise médicamenteuse, pas de pancytopénie, rien. Donc, ce qu'on doit faire chez cette patiente, il faut penser à cette pseudoneutropénie de margination. Donc, on fait un test de démargination. Je n'en dire là. Bon, ce qu'on fait en pratique, c'est juste un exercice intense. Donc, elle doit faire une numération avant l'exercice. Donc, c'est juste après on fait la numération. Donc, ça permet donc les PNN qui sont collés sur la paroi, donc de gagner le pouls, bien sûr, sanguin, et vous aurez à la numération, à la deuxième numération, un taux qui est tout à fait normal. C'est en faveur d'une neutropénie de margination, une pseudo-neutropénie. Il y a une autre situation où on peut avoir une neutropénie comme ça, isolée, sans aucune piste étiologique, normale. Mais la pseudoneutropénie, noir. Très bien. Ethnique, la neutropénie ethnique, on est concerné. Elle concerne les Africains, d'accord? Donc, si vous avez une neutropénie qui persiste malgré le test de margination, on est devant un tableau d'une neutropénie ethnique. Comment? Oui, donc tout dépend du taux de polynucléaire neutrophile. Alors, la neutropénie ethnique, je passe à la lymphopénie, je crois que c'est la dernière anomalie, oui, la lymphopénie. Lymphopénie, oui. Lymphopénie, on l'a définie par un taux de lymphocytes qui est inférieur à 1500, d'accord? Ou 1,5 giga par litre. Et bien sûr, ça doit déclencher une enquête étiologique si vous découvrez une lymphopénie qui est inférieure à 1000. Donc, on verra à travers 2 cas cliniques. C'est une jeune patiente âgée de 22 ans, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle a présenté comme tableau clinique? Une fièvre aiguë, d'accord? Entre 38,5 et 39, depuis 5 jours, donc 5 jours avant la consultation. Et c'est une patiente qui était asthénique, d'accord? Donc, sa maman appelle, elle est inquiète, c'est donc fièvre, asthénie. Sa maman est médecin, elle a déjà fait l'examen clinique, l'interrogatoire, il n'y a rien qui permet d'orienter. On demande un bilan, inflammatoire bien sûr, associé à une numération, d'accord? Qu'est-ce qu'elle montre cette numération et ce bilan inflammatoire? Lignée par lignée. Alors, anémie, comment elle est l'anémie? L'anémie, c'est pas précis. Quel type d'anémie?
Alors, c'est une anémie qui est normochrome normocytaire. Oui? Hyperleucocytose, bédan. Hyperleucocytose, à quoi? À PNN. Donc, elle a une polynucléose. Et à côté de tout ça, elle a une lymphopénie à 900, avec une thrombocytose modérée à 460 000. Et le bilan inflammatoire montre un syndrome inflammatoire. D'accord? Donc, comment interpréter les résultats de cette numération? Pour vous, est-ce que c'est toujours en faveur du syndrome inflammatoire? Possible, bien sûr, possible. Elle a une hyperleucocytose à PNN, elle a une thrombocytose, elle a une anémie normochrome normocytaire. Elle vient de faire une fièvre, donc l'anémie inflammatoire, au départ, elle est normochrome normocytaire. Avant qu'elle... on ne sait pas. Qu'est-ce que vous allez faire chez cette patiente? Il n'y a pas de comportement sexuel à risque chez cette patiente. Oui. Comment procéder? Vous avez un syndrome inflammatoire. Qu'est-ce que vous allez comme anomalie? Lymphopénie. Qu'est-ce qui donne? Donc, non, je pense, parce que c'est un tableau aigu, je pense en premier à une infection. Si je pense à une infection, on fait les infections qui sont responsables d'une lymphopénie. D'accord? Donc, chez cette patiente, il n'y a rien qui permet d'aider et d'orienter. Donc, on fait chez elle un bilan infectieux qui comporte, elle n'a pas de symptomatologie, ça c'est un cas réel, d'accord? La fille d'une prof à Casa, donc, qui était en période d'examen, d'accord? Avec un grand stress. Donc, elle a fait la radiothorax et on tombe sur des opacités nodulaires au niveau du segment apico-dorsal du lobe supérieur gauche. L'IDR n'était pas disponible, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous pensez bien sûr à une tuberculose, sauf que c'est aigu, c'est pas insidieux. Donc, la primo-infection tuberculeuse qui est responsable de ce tableau aigu et de cette lymphopénie. On fait la bronchoscopie, période donc d'examen d'immunodépression, elle fait cette tuberculose. Bronchoscopie, lavage qui a permis de confirmer bactériologiquement la tuberculose. L'infection rétrovirale a été écartée par une sérologie. D'accord? Donc, c'est une situation également que je rencontre en pratique. Ce sont des malades qui passent en premier par les généralistes. J'ai mis ce cas clinique pour attirer votre attention par rapport à cette situation clinique. Alors, c'est une patiente âgée de 67 ans, asthénique, qui a des arthralgies inflammatoires diffuses. Alors, au bilan, qu'est-ce que vous avez au bilan? Oui? D'accord. Donc, ferritine, elle est normale. Donc, ce n'est pas une anémie ferriprive. On complète la lecture de l'hémogramme. Donc, toujours, il faut le lire en entier. Leucopénie A. Donc, leucopénie au dépend des lymphocytes. Elle a une lymphopénie, d'accord. Le reste, il est normal. Donc, elle a une anémie hypochrome microcytaire qui n'est pas inflammatoire et qui n'est pas plutôt ferriprive et elle a une lymphopénie. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous allez faire chez cette patiente? Vous avez reçu ce résultat. Elle a 67 ans, arthralgie inflammatoire diffuse. D'abord, sincèrement, je n'aurais pas dit de vous allez la mettre sous corticoïde? Comment? C'est un syndrome? Dites-moi là, sincèrement, qu'est-ce que vous allez faire chez ce type de malade? Comment vous allez traiter? Donc, anti-inflammatoire et revoir. Donc, vous avez mis la patiente sous anti-inflammatoire, alhamdoulilah, elle va bien. Plus d'arthralgie inflammatoire. Ziana. Qu'est-ce que vous allez faire après? Slama. Ça fait. Donc, elle va dire les anticantinucléaires. Non, je فكرتي. D'accord, ماشي مشكل, mais elle est quand même, elle est âgée pour un lupus. Oui. Elle est âgée pour un lupus. Il faut avoir une orientation. On ne va pas demander un bilan immunologique comme ça, mais il faut qu'il y ait une orientation. Donc, ce qu'il faut faire, donc je vais répondre à votre place, ce qu'il faut faire, c'est d'approfondir l'interrogatoire par rapport à ces arthralgies inflammatoires. Donc, c'est une patiente qui a été orientée devant la lymphopénie, c'est une patiente qui a été orientée à l'hématologue. Et l'hématologue à son tour, il va me l'adresser pour voir si cette lymphopénie rentre dans le cadre d'une maladie systémique. D'accord? Arthralgie inflammatoire diffuse, il faut faire une enquête étiologique devant les arthralgies inflammatoires diffuses donc la pathologie peut expliquer la lymphopénie qu'elle a. D'accord? Alors, arthralgie inflammatoire diffuse, c'est la polyarthrite rhumatoïde à laquelle il faut penser en premier. Ce n'est pas le cas chez cette patiente. 2.
J'ai mis ce cas parce que c'est une pathologie qu'on a classée comme rare, mais on la voit pratiquement 2 à 3 malades par semaine. Et c'est des malades qui transitent par les généralistes. Donc, laquelle des maladies systémiques peut donner des arthralgies inflammatoires diffuses, l'asthénie. Ah oui, c'est pas grave, syndrome, j'ai pas vu. Donc la sécheresse, arthralgie inflammatoire diffuse associée à une asthénie, à une mreda, en périménopause, Crohn, autant que généraliste, il faut penser à cette pathologie. Pourquoi? Parce qu'elle est fréquente. Donc la mreda فاش كتجي كتسولها عندك نشوفيه في الفم, bien sûr avec tous les éléments fonctionnels qu'il faut demander, العينين et tout ça. واش مشات تقول لك المريضه علاش هادشي عندي كاين كنقي نشرب في الماء عندي معايا نقرا على ça peut avoir une relation. Donc le malade il va pas tout raconter. Donc l'interrogatoire, oui, il doit être spontané au départ, mais il faut l'orienter par la suite. Donc pensez au syndrome de Sjögren, comment il se manifeste. بالنسبه لك انت généraliste, سول على le syndrome sec oculobuccal. Si vous avez des signes de sécheresse, orientez le patient vers pour un examen ophtalmo. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la lettre? Examen ophtalmo avec étude des sécrétions lacrymales, étude quantitative et qualitative. Vous avez un examen ophtalmo qui confirme la sécheresse, orientez le malade chez un généraliste, chez un spécialiste. De toute façon, c'est une patiente qui doit bénéficier d'un bilan étiologique, et c'était le cas chez cette patiente. Donc c'est un Sjögren. Il n'y a pas, non. Par contre, à l'examen clinique, il y avait une parotidomégalie évidente à l'inspection. مريضة bien sûr دايره الدره, une fois il y a à l'examen حيدي الدره, هادشي كله من فوق. علاش هاد الطبيب على هادو تا معلومه علاقه وترا كيتنفخوا ليا ديما. Donc faites attention par rapport à cette pathologie qui est fréquente. Elle est plus fréquente que la polyarthrite rhumatoïde, c'est la plus fréquente des maladies auto-immunes. D'accord? Et voilà, donc toujours procéder par mécanisme, ça vous facilite donc de retenir les étiologies. C'est soit une insuffisance de production pour les lymphocytes, c'est le cas de déficit immunitaire soit primitif soit secondaire, soit c'est un excès de catabolisme, d'accord, en cas de cancer, en cas de chimiothérapie, soit c'est une redistribution. مثلا المريضة qui avait une lymphopénie, quel est le mécanisme de cette lymphopénie à votre avis? C'est une redistribution des lymphocytes vers le site granulomateux. البلاصة اللي فيها le granulome تيهاجروا ليها les lymphocytes. C'est ce qui explique la lymphopénie au niveau du sang. Soit le mécanisme est inconnu, je vous laisse un arbre décisionnel par rapport à l'enquête étiologique, et je passe au dernier cas clinique. Alors, dernier cas clinique, c'est un patient. Là, comme la présentation. C'est une présentation que j'ai préparée pour vous, donc je la partage avec vous. D'accord? Alors, c'est un patient âgé de 25 ans. Ce patient, je ne l'ai pas vu. Son histoire me l'a raconté sa maman et ses 2 frères, et qui sont venus me voir dans le cadre d'un dépistage. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette maman? Elle raconte que son fils avait un tableau clinique qui a commencé par une asthénie, par une anorexie, et puis ce tableau a été compliqué par des vomissements chroniques, puis une toux chronique sèche, et puis la perte de poids. D'accord? Alors, c'est un patient qui a bénéficié d'un bilan. Puisqu'il y a des vomissements, ça a été pris comme fil conducteur. Il fait donc la fibroscopie œsogastro-duodénale qui montre une œsophagite avec une gastrite érosive, mise sous traitement. Il s'est amélioré sur le plan gastrique, mais aucune amélioration par rapport aux signes généraux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a montré, sa numération? Sa numération a montré un taux d'hémoglobine 12,7, un peu diminué par rapport à la normale chez un patient de sexe masculin. Des globules blancs normaux, ils sont à 4600, PNN normaux, eosinophiles. Là, on n'a jamais les exprès. D'accord. Donc, c'est un patient devant l'altération d'état général, on suspecte une origine néoplasique. Il fait une TDM thoraco-abdominopelvienne qui est revenue normale. Donc, tout a été mis sur le compte d'une origine psychiatrique. Il a été mis sous traitement antidépresseur. D'accord? C'est un patient qui a vu 6 ou 7 médecins, entre spécialistes et généralistes. Alors, il finit ce malade aux urgences du CHU, Hassan II, d'accord? Aux urgences, pourquoi? Parce qu'il fait des troubles de conscience. Il a été hospitalisé à l'hôpital, donc au service de maladies infectieuses,
où on découvre tout simplement et tout bêtement une lymphopénie. Et cette lymphopénie était à 260. Personne n'a vu cette lymphopénie. Personne ne l'a vu. Alors c'est un jeune lymphocyte 260 et malheureusement c'est un patient qui est donc décédé à cause des infections opportunistes, d'accord? Et c'était une infection rétrovirale. Alors la stratégie rationnelle la plus utile dans la mise au point d'un patient présentant une anomalie de la mémogramme, c'est d'abord une mise au point clinique, un examen clinique complet. On passe à une mise au point biologique et enfin une synthèse clinico-biologique qui permet un diagnostic sûr et une prise en charge adéquate. Et je vous remercie.